Bonjour, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de la CFDT. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection santé chez Crédit Agricole SA. Nous serons deux pour vous présenter ce webinaire, Alain Dodard et moi-même, Daniel Lavolée. Alain, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Alain Dodard, représentant CFDT, membre titulaire du CSE et membre de la CPS, Commission politique sociale. Donc, et moi, Daniel Lavolée, déléguée syndicale et puis également membre du CSE et présidente de la CPS. Je vous propose de dérouler ce webinaire un peu comme nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire avec une intervention de 20 à 30 minutes. On va être honnête, ça va plutôt faire 30 minutes parce que c'est un petit peu long et complexe comme sujet. Ensuite, ce sera suivi d'une question de questions-réponses. Je vous invite à éventuellement poser vos questions via le chat. Ce sera peut-être un petit peu plus facile à la fin s'il y a des questions qui se ressemblent pour les rassembler. Et enfin, le support de cette présentation sera comme d'habitude disponible sur demande et fera l'objet d'un replay dans notre chaîne YouTube et dont vous trouverez les liens en fait sur notre site également CFDT. Et en fait, je vous annonce qu'un prochain webinaire sera fait sur la retraite, probablement à la rentrée. C'est quoi la protection santé chez Crédit Agricole SA? En fait, c'est un peu multidimensionnel. On va commencer par vous parler de la réglementation et de son évolution parce que c'est assez important. C'est quelque chose d'extrêmement encadré et c'est très bien. Ensuite, nous vous parlerons de la santé sur le lieu de travail et nous ferons un focus sur les RPS, risques psychosociaux. Nous vous parlerons ensuite de l'arrêt maladie, des affections longue durée, du handicap et de la prévoyance qui vient complémenter le salaire dans certaines conditions, avant d'aborder le sujet de la mutuelle, et ça, ce sera un petit peu la spécialité d'Alain. Alain, je te donne la parole pour parler du contexte et de la réglementation. Merci Daniel. Alors, la prise de conscience de la santé au travail, elle ne date pas d'aujourd'hui. Dès moins 2500 avant Jésus-Christ, on s'intéresse à la santé physique des ouvriers sur un chantier de construction de pyramide en constatant le lumbago aigu d'un ouvrier. En Europe, à la Renaissance, on commence à comprendre la médecine et ses mécanismes, et donc les affections liées au travail. En France, le premier décret accident du travail en 1810 impose au patronat de payer les frais médicaux des ouvriers blessés lors des accidents de travail. Louis-René Villermé, médecin de la Grande Armée et sociologue, s'intéresse aux conditions de travail dans les manufactures. Il publie en 1840 un tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans la manufacture de coton, de laine et de soie. Les premières légiférations. La loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants limite l'âge d'admission des enfants dans les entreprises à 8 ans et interdit le travail de nuit pour les moins de 12 ans. 1841, c'est pas si loin, donc on Non, voit qu'on revient de loin quand c'est même. Et ça. là, on ne parlait que de limiter à 8 ans le travail de jour et 12 ans pour le travail en fait de nuit. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, elle fonde la responsabilité de l'employeur quant aux maux découlés de l'activité professionnelle. Le régime de réparation des maladies professionnelles sera créé plus tard par la loi du 25 octobre 1919. La prise en compte de la santé au travail s'accentue à la fin du 19e siècle. Via la création de la médecine du travail dans les mines et les manufactures, l'encouragement des entreprises à créer des services médicaux du travail pour se prémunir des conséquences financières des atteintes à la santé des salariés. Durant le courant du XXe siècle, des lois essentielles sont promulguées. La loi du 28 juillet 1942 instaure l'obligation de la médecine du travail dans les entreprises de plus de 50 salariés. La loi fondatrice de 1946 qui généralise la médecine du travail dans toutes les entreprises privées et son rattachement au comité d'entreprise. La création des CHSCT par la loi Auroux en 1982, qui est l'ancêtre, le CHSCT, de la CSSCT. C'est ça, du CSE. Oui, du CSE. La Ouais. chose, c'est ça. Alors, la réglementation actuelle. Donc, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Bien que l'employeur soit responsable devant la loi et encourt des sanctions pénales en cas de non-respect de ses obligations, l'employeur a uniquement une obligation de moyens et il ne lui incombe pas de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible. Alors, quelques illustrations des apports de la loi de 2022.
l'obligation de la mise en œuvre de visites médicales, par exemple de mi-carrière et de reprise d'activité, la nouvelle définition du harcèlement sexuel, définition étendue aux propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste, à caractère collectif, le renforcement de l'obligation de transcription et de mise à jour au travers du DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, que Daniel va nous détailler maintenant. Tout à fait, c'est un document important qui renforce la traçabilité des risques, l'évaluation des effets combinés de l'ensemble des agents chimiques dangereux quand il y en a, ce qui n'est pas notre cas, et qui intègre également des éléments concernant la qualité de vie et les conditions de travail. Donc en fait, chez nous, c'est un format Excel en fait. Pour chaque risque identifié, et il y en a 31 événements qui ont été identifiés, ce document est mis à jour tous les ans et est quantifié tous les ans, selon deux axes. Il y a un axe gravité, donc soit c'est assez peu grave, donc gravité 1 c'est négligeable, soit c'est très grave, soit c'est une fréquence exceptionnelle, niveau 1, soit c'est très fréquent et continue, niveau 4. Une fois qu'on a combiné en fait gravité et fréquence, on arrive à un code couleur. Et ce code couleur, quand c'est vert, il faut juste essayer de réduire au plus bas ce risque. Lorsque c'est orange, il faut le réduire, il n'y a pas d'urgence. Lorsque c'est quand c'était jaune, pardon, ça doit être réduit et il n'y a pas d'urgence. Quand c'est orange, ça doit être réduit et il y a une action urgente à faire. Et quand c'est rouge, on arrête tout. Un point important, en fait, dans la dernière mise à jour, en fait, c'est surtout le risque qui a été rajouté en 2020, c'était le risque épidémique lié au Covid-19. Donc, je vous ai mis là, en fait, sur ce transparent, ce qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'on a quantifié le danger, exposition à un agent biologique pathogène, exemple du Covid, mais le principe doit pouvoir se décliner sur d'autres agents, avec un risque d'exposition des collaborateurs important. Ça concerne tout le monde, avec une fréquence 2, donc peu fréquent, grave, c'est très grave quand ça arrive. Le risque est donc de niveau 8 orange. On a mis en place un protocole sanitaire spécifique et évolutif. On a élaboré un plan d'action de manière, on va dire, concertée, paritaire, puisqu'effectivement, il y avait une commission paritaire qui, toutes les semaines, réunissait les organisations syndicales et la DRH pour suivre l'évolution de la pandémie et suivre l'adaptation des mesures préventives. Et en fait, dans les mesures mises en place, vous les connaissez, il y a eu le port obligatoire du masque, la fourniture de matériel sanitaire, mais aussi parce que ça a été le moment de la généralisation du télétravail. Il y a un suivi particulier qui a été fait à ce niveau-là, et notamment un dispositif spécifique de prévention des risques qui a été prévu dans le cadre de cette ligne du DUERP. Un point de situation sur les chiffres du bilan social concernant l'état de santé, donc ce sont vraiment quelques indicateurs. Vous voyez que je vous ai repris le nombre d'accidents du travail. Chez nous, ils ne sont pas très, très nombreux. En fait, on va être honnête, le nombre est très variable selon les années et selon surtout les conditions climatiques. Quand il y a du verglas, eh bien, il y a des risques de chute dans les accidents de trajet qui sont considérés comme des accidents du travail. Les années de réchauffement climatique, il y a moins d'accidents. On suit également le nombre de jours d'absence sur Evergreen et sur Saint-Quentin. Donc, je vous ai mis un petit tableau sur la droite. On voit que le nombre de jours d'absence, on va dire, perdus au travail, a plutôt tendance à baisser, mais avec une répartition sur la durée des arrêts maladie qui peut être un petit peu différente. On notera effectivement quand même qu'il y a des arrêts maladie de plus de 90 jours qui peuvent être liés soit à des arrêts de très très longue durée, soit à des arrêts de longue durée liés à des maladies, des opérations, des choses comme ça qui font en sorte que les gens soient arrêtés un peu plus longtemps. Je vous ai rajouté aussi un petit clin d'œil sur les nombres de jours sur congé maternité. Ce n'est ni un arrêt maladie, ni un accident, c'est un congé maternité où on compte en fait, selon les années, entre 7 000 et 8 000 jours. Il faut dire qu'en général, il y a une soixantaine, à la louche, une soixantaine de naissances par an parmi nos collègues, on va dire 30 jeunes mamans, 30 jeunes papas. Pour les mamans, effectivement, il y a des arrêts maternité qui sont constatés et c'est très bien pour s'occuper des bouts de chou. Le nombre de visites médicales est plutôt en hausse. Donc, comme Alain vous l'a expliqué, depuis 2022, il y a plus de visites médicales qui sont prévues. Donc, cela augmente le nombre de visites médicales constatées. Une partie est faite par le médecin du travail, une partie par les infirmières. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, des dépenses assez importantes en matière de sécurité sur les dernières années. En fait, c'est le même projet dont la valeur totale était à peu près 8 millions d'euros sur Saint-Quentin, qui a été fait sur 3 ans, 2021, 2022, 2023, pour sécuriser, je crois que c'était l'accès au parking. Et puis les postes de sécurité. Ouais, et les postes de sécurité, tout à fait. Je voudrais bien faire en fait un petit focus sur les risques RPS.
parce que c'est quelque chose chez nous qui peut exister. On va être honnête, il y a moins d'accidents de chute, à part les chutes de trajet, comme on l'a indiqué, mais voilà, on n'est pas dans l'industrie, on n'est pas dans le bâtiment. Donc, en fait, je pense que notre principal risque de santé au travail, c'est quand même les RPS. Donc, petite définition, on qualifie de RPS les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Quelques exemples. Il y a le stress au travail, vous le savez, c'est la surcharge de travail, le manque de moyens, le manque d'autonomie, qui vient générer un stress fort chez nos collègues. Il peut y avoir des violences internes ou externes à l'entreprise. En interne, on peut avoir des harcèlements, des conflits, en externe aussi, mais effectivement, tout ce qui est insultes, menaces et parfois plus pour les gens qui sont dans des réseaux et qui reçoivent effectivement des menaces de collègues, quoique des menaces, ça peut arriver en interne aussi. Il peut y avoir des addictions. La conséquence de l'exposition à ces risques, eh bien, sur la santé des salariés, ça peut se traduire par des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, des affections psychiques, de l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, mais aussi le bore-out, des tentatives de suicide, voire des suicides. Dans cette circonstance, 3 principales réactions des collègues: la fuite, la paralysie, la lutte. Je voudrais insister un petit peu sur le focus, sur les facteurs de risque, de RPS, parce qu'en fait, c'est là-dessus que l'entreprise peut agir. Donc il y a différents facteurs, on les a classés là en facteurs organisationnels, relationnels, individuels. Donc, je prends mon petit papier pour mieux lire. Dans les facteurs organisationnels, il y a les conditions d'emploi, il y a les conditions matérielles de travail, il y a la charge de travail, il y a l'autonomie. Dans les facteurs relationnels, il y a les pratiques managériales, il y a le soutien social que l'on obtient auprès de son manager ou de ses collègues. Il y a également, dans les facteurs individuels, le conflit de valeurs, très important. On n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. La conciliation vie pro, vie perso, parce que des fois c'est compliqué, surtout quand il y a des enfants, des parents âgés. Donc arriver à tout gérer, c'est pas toujours simple. Et d'une manière générale, il y a le climat social. On vous a mis à droite en fait un tableau qui a été fait par l'INRS, qui donne en fait les principaux facteurs de stress. Donc le premier, c'est l'intensité et le temps de travail. Le deuxième, ce sont les exigences émotionnelles. Je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ce qu'on me fait faire. Le troisième, c'est le manque d'autonomie en importance. Le quatrième, ce sont les rapports sociaux au travail qui parfois se dégradent. En 5, ce sont les conflits de valeurs. Vraiment, c'est pas possible pour moi de faire cette chose. C'est contradictoire avec ce que je suis intrinsèquement. Et enfin, de l'insécurité sur la situation de travail. Chez CASA, on a signé un accord RPS en 2014, donc il y a une dizaine d'années. J'ai envie de dire, il avait le mérite d'exister. Cet accord, c'est le premier, donc il n'est peut-être pas parfait, mais il est là. Il contenait un certain nombre d'éléments comme l'information et la formation sur les RPS, de manière à ce que tout le monde soit au courant de ce que c'est, comment éventuellement on peut les prévenir. Et nous avons, et c'est assez original au sein de CASA, un comité de suivi des RPS. Donc, on suit tous les mois dans une commission paritaire où il y a les 2 référents harcèlement que sont Julien Carretero et moi-même, avec le cabinet médical, les médecins, les infirmières, avec la DRH, eh bien, les cas qui sont identifiés comme susceptibles de RPS. C'est un comité de suivi, ça n'implique pas la résolution des facteurs forcément de risque qui existent. D'où le fait qu'il faut éventuellement agir mieux à côté et puis revoir éventuellement cet accord. Quand même, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va identifier les RPS. Il y a des symptômes qui existent au niveau individuel, donc des signaux d'alerte, que sont la fatigue, la tension, les conflits avec les collègues, avec la hiérarchie, l'énervement, les premières atteintes à la santé, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, des troubles musculo-squelettiques. J'ai mal partout, j'ai mal dans le dos. J'en ai plein le dos. Cette expression a un sens. On en a vraiment plein le dos à certains moments. Et puis des pathologies psychiques ou physiques, parfois plus graves, des maladies vasculaires, des conduites addictives, de la dépression. Puis il y a aussi des symptômes au niveau collectif. Et on le voit quand il y a des situations collectives de difficulté avec une baisse de la productivité et ou de la qualité du travail et un taux d'absentéisme, un surcroît d'arrêt maladie qui sont liés au fait que ça va mal et que forcément, à un moment donné, ça se voit. J'avais trouvé quelques chiffres en fait qui nous viennent des travaux qu'on a fait sur les assises du travail. En fait, il y a eu un grand raout il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, la CFDT était un peu à l'initiative de ces assises du travail. On voulait évoquer un certain nombre de points, dont la santé au travail est un point important. Nous avions illustré les propos avec ces chiffres que nous avions trouvés. 74% qui sont plus en fait des chiffres dans la banque. 74% des collègues se plaignent de surcharge de travail dans le monde bancaire
84% pensent qu'ils manquent de temps pour faire leur travail correctement. C'est là où on a des conflits de valeurs. 43% font des choses qu'ils désapprouvent. Donc là, c'est un conflit de valeurs assez profond. 4 sur 10 ressentent de la peur pendant la journée au travail. Donc, c'est la boule au ventre. On n'a pas à ressentir de la peur quand on est au travail. On n'a pas à ressentir de la peur pour venir au travail. Et enfin, peut-être un point positif, 50% disent avoir gagné en autonomie au cours des 10 dernières années, mais malheureusement se plaignent quand même d'ordre contradictoire. Donc, tout ça, ça fait partie des RPS. Un petit point sur le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, qui peuvent être des dimensions en fait de ces RPS. Le harcèlement moral se caractérise par toute situation qui a pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité des salariés, c'est profond la dignité, hein, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel. Quelques exemples, et on l'entend aussi au sein de CASA. Ce sont des mots, non pas juridiques, mais des mots en français. Je souffre de harcèlement, je me sens intimidée, je me sens victimisée. On me demande et on me donne des consignes complètement contradictoires ou on ne m'en donne pas. On me met à l'écart, on ne communique pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie du harcèlement moral. On me donne une charge de travail disproportionnée ou inéquitable. Moi, je bosse beaucoup, le voisin d'à côté, il en a 2 fois moins, c'est pas normal. Il n'y a pas de reconnaissance du travail accompli, voire il y a des critiques injustifiées ou qui me semblent injustifiées ou répétées, et on me donne du travail qui n'a pas de sens. Un petit focus sur le harcèlement sexuel, parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais bon, ça peut quand même arriver, donc il faut vraiment savoir ce que c'est. Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, en créant à son encontre une situation intimidante, hostile, offensante. Ces propos ou comportements peuvent être imposés par plusieurs personnes, successivement par plusieurs personnes. Un exemple, ça peut être des remarques déplacées sur la tenue de quelqu'un, ça peut être des regards appuyés qui n'ont pas lieu d'être. Il peut ne pas y avoir répétition aussi, ça peut être en une seule fois. Et en tout cas, il faut ne pas hésiter à venir vers nous en cas de soupçon de harcèlement sexuel. Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec la victime, ce n'est pas un harcèlement sexuel, c'est une agression sexuelle. Entendons-nous bien, quelqu'un qui va involontairement toucher pour passer une porte de manière très, très Mmh. polie, ce n'est pas une agression sexuelle. Une main qui s'attarde, voire qui descend, voilà, ça n'a pas lieu d'être, on n'a pas à tolérer ça et il faut y réagir immédiatement. Pour vous aider, nous sommes là effectivement, mais nous avons aussi les services de santé au travail à Evergreen et à Saint-Quentin. Donc les cabinets médicaux reçoivent les salariés tous les jours. Nos infirmières sont présentes tous les jours. Catherine Séropian et Fanny Cheminot sur Evergreen, Servan Libis sur Saint-Quentin. Je rajouterais que Catherine est aussi une élue CFDT, membre du CSE, c'est bien de le savoir. Nous avons 2 médecins du travail, un sur Evergreen, le docteur Azemar, qui vient une demi-journée par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins du travail, aujourd'hui, c'est une profession relativement rare et recherchée. Donc, c'est compliqué d'avoir un médecin du travail qui se déplace. Nous avons la chance que le docteur Azemar vienne une demi-journée par semaine. Ce n'est pas le cas à Saint-Quentin, où nos collègues, quand ils ont besoin de consulter le médecin, doivent aller à la MSA de Versailles. Nos cabinets médicaux font des consultations, font des soins, organisent des campagnes de prévention. Octobre Rose est une campagne de prévention contre le cancer du sein. Ce n'est pas la seule prévention. Il y a aussi eu des préventions de maladies cardiovasculaires. Il y a des campagnes de dépistage. En ce moment, il y a la campagne de dépistage sur les grains de beauté pour les mélanomes. Il y a des campagnes de vaccination, vous les connaissez, ce sont les campagnes de vaccination concernant la grippe essentiellement. Il y a également des télécabines de consultation qui sont mises à disposition, et puis des formations aux gestes qui sauvent. Un petit mot pour vous parler des évolutions proposées par la CFDT. On va faire un focus sur la partie RPS. Comme nous avons travaillé donc, sur ce sujet, nous avons travaillé de manière commune au sein du groupe CASA avec les autres CFDT. Nous avons regardé ce qui se faisait de bien aussi ailleurs. Donc, nous pensons que le comité d'RPS, c'est quelque chose de très bien. Mais il y a également, en fait, une approche qui a été faite par CACEIS et l'autre par CACIP qui sont très intéressantes, qui consiste, en fait, à faire régulièrement des questionnaires pour mesurer de manière simple et efficace, faire une cartographie, en fait, des RPS. Côté CACEIS, il y a un questionnaire en une dizaine de questions où chaque question se caractérise par une réponse assez simple. Je vous prends la première. Désolé, je vais prendre mon papier pour lire. Avez-vous été dérangé par un événement inattendu?
jamais, presque jamais, parfois, assez souvent, souvent. Avez-vous trouvé que des difficultés s'accumulaient à un tel point que vous ne pouviez les contrôler? Il y a également d'autres questions sur dans mon travail, j'ai le sentiment que les changements sont bien accompagnés. J'ai la possibilité de développer mes compétences. Voilà. Tout ça permet de faire en fait une cartographie des risques RPS et c'est complété par des questions un petit peu plus approfondies sur l'intensité et la complexité du temps de travail, pardon, les horaires de travail, etc. Un petit point d'attention. Vous êtes victime, vous êtes témoin d'une situation de RPS, de management brutal, qui est une forme de RPS, mais parce qu'en fait, on a toujours du mal à dire c'est du harcèlement, c'est pas du harcèlement, parce que ça, c'est juridique. Eh bien, le management brutal est une forme de harcèlement, et en tout cas, c'est une forme de souffrance au travail qu'il ne faut pas ignorer. Vous pouvez venir nous voir, Julien Carretero ou moi-même, puisque nous sommes référents harcèlement, mais vous pouvez aussi saisir le CSE pour faire connaître la situation et déclencher une enquête. On a eu le cas, et ça peut être quelque chose d'assez puissant. Côté CACIB, c'est un format d'enquête qui a été fait sur un format OpinionWay, avec également derrière cette enquête des ateliers thématiques, avec l'implication des OS notamment dans le choix du cabinet externe, dans la constitution du questionnaire. Ce qui est intéressant là à noter, c'est les principaux facteurs de RPS qui ont été identifiés par nos collègues et également les facteurs de protection, parce qu'effectivement, une fois qu'on a des facteurs de risque, c'est bien d'avoir des facteurs de protection. Dans les facteurs de risque, donc il y a la qualité empêchée, je n'arrive pas à faire mon travail correctement. Le morcellement, la prévisibilité, on ne me prévient pas au bon moment, je suis tout le temps interrompue, du coup, voilà, j'y arrive pas, parce qu'il faut que je me remette dedans à chaque fois, je perds du temps, ça me stresse. La charge de travail trop importante, les demandes contradictoires, on me demande de faire une chose et son contraire, je ne peux pas y arriver. Et la complexité du travail ou l'intensité du travail. Facteurs de protection à mettre en face, la reconnaissance, le respect, le soutien de son manager, de ses collègues, de l'entreprise en général. Une conduite du changement, quand il y a des choses qui arrivent, il faut accompagner tout ça des outils qui vont bien, des formations qui vont bien. Une reconnaissance de mes responsables, un soutien émotionnel de mes responsables et des collègues, et surtout, surtout, d'avoir du sens au travail. Quand ça se complique, quand on n'arrive pas à redresser la barre sur la partie santé au travail, eh bien, il y a la prévoyance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, qu'on avait des arrêts de travail de durée plus ou moins différente. On va dire un arrêt de travail de moins de 3 jours, c'est pas grand-chose. On a tous eu ça, c'est un rhume, une gastro, enfin bref, voilà, c'est pas très, très grave. Après, en fait, en fonction de la durée de l'arrêt maladie, soit par la convention collective, soit par la prévoyance, on est mieux protégé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans la prévoyance, déjà dans la convention collective chez CASA, pendant 6 mois, quoi qu'il arrive, vous touchez votre salaire. Donc, il y a des IJ qui sont versés à l'employeur, qui éventuellement complètent avec les prévoyances pour que vos 6 premiers mois, vous ayez bien tout votre salaire. Ensuite, de 6 mois à 1 an, vous avez un demi-salaire et après, il n'y a plus rien. Sauf, et c'est là où c'est important, si vous êtes en ALD. Une ALD, c'est une affection de longue durée. Donc, c'est une caractérisation à la demande de votre médecin généraliste et acceptée par la MSA, qui permet, en fait, tant qu'il y a des IJ, d'avoir son salaire complet, bon, sans la RVP, mais quand même. Et ça dure autant de temps qu'il y a des IJ. Cette année, ça fait à peu près 3 ans. Et ensuite, au-delà de 3 ans, ce qui se passe, alors déjà pendant les 3 ans, quand même, il y a un médecin contrôle de la MSA qui vous interroge régulièrement pour savoir comment vous allez. Et à l'issue des 3 ans, il y a une possibilité de passer en invalidité avec déclenchement de pension d'invalidité. Toujours, alors après, en invalidité, on peut continuer à travailler ou pas travailler. Et si on ne travaille pas, même si on travaille d'ailleurs, c'est complété par la prévoyance jusqu'à environ 75% du salaire. Je dis 75% parce que c'est un petit peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des histoires de tranches, de plafonds, etc. Autre chose, et ça c'est important, en fait dans les branches de la sécurité sociale, il y a la branche maladie et la branche accident du travail. Dans la branche accident du travail, c'est une branche particulière. Donc, vous faites une chute sur le trajet, c'est un accident du travail. Et dans ces cas-là, quand vous avez une pension d'invalidité, c'est une pension d'invalidité accident du travail qui vous est acquise à vie. Elle est également complétée par la prévoyance en cas de besoin. Voilà, on pourra revenir après si vous avez des questions. Je ne voudrais pas déborder trop sur le sujet, mais c'est quand même un point assez important à connaître. En tout cas, quand ça commence à se gâter, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous explique dans votre cas particulier ce qui peut être prévu ou pas. De manière moins grave, peut-être que maintenant on peut parler de la mutuelle.
Hein? Carrément. Allez, Merci, vas-y, Daniel. je te redonne la parole alors. Alors, les principaux éléments de notre mutuelle de santé. Donc, concernant les salariés, sont assurés automatiquement le salarié et ses enfants et de manière optionnelle son conjoint. Depuis 2018, deux couvertures, un socle dit responsable et une surcomplémentaire hospitalisation et spécialiste. En termes de cotisation, pour la partie socle, 75% pour l'employeur et 25% pour le salarié, avec un moratoire en cours sur la partie salariée jusqu'à fin juin. Voilà, donc fin juin, normalement, la partie salariée, c'est à peu près 30 €. Hein. Oui, c'est ça, à peu près Donc, il y aura un 20, oui, oui. retour du prélèvement sur la feuille de Voilà. poste. Hein, jusqu'à maintenant, il n'y a pu avoir un Voilà, moratoire. bah, on a prolongé le moratoire, mais on arrive un peu au bout quand même. Voilà, des réserves. Voilà. Alors, pour les surcomplémentaires, la prise en charge par l'employeur. Alors, concernant les anciens salariés, portage pendant 1 an pour les alternants et salariés ayant quitté l'entreprise. Trois possibilités au moment du passage en retraite. Soit souscrire un contrat ancien salarié CASA, soit souscrire un contrat loi Evin, soit souscrire une mutuelle du commerce à côté. Alors, sur les évolutions récentes, je ne vais pas vous les détailler. Voilà, je vous laisserai lire calmement les différentes évolutions qu'on a positionnées là sur les. Voilà, on allait compléter. Voilà, au fur et à mesure, hein, les plus importantes. En fait, ce qu'on pense, c'est l'important, c'est bien d'avoir à l'esprit que la mutuelle santé doit être en équilibre. C'est-à-dire en simplifiant, je dis bien en simplifiant, hein, parce qu'en fait, il y a les frais de gestion, tout ça intégré. Il faut que le montant des cotisations perçues par la mutuelle doit correspondre au montant des remboursements déboursés par cette dernière. Et cet équilibre, en fait, il est vérifié chaque année et en fonction du constat, donc si le montant des cotisations perçues est supérieur au montant de remboursement, le surplus, il peut être par exemple mis en réserve et ou permettre d'augmenter le remboursement de certains soins et ou élargir le remboursement à des soins préventifs. Ce qu'on va voir plus tard avec Daniel par rapport à nos propositions. Si le montant des cotisations perçues est inférieur au montant des remboursements, l'écart il peut être résorbé par exemple via l'utilisation des réserves s'il y en a, bien sûr, parce que s'il n'y en a pas, ce n'est pas possible, l'augmentation des cotisations et ou la diminution du pourcentage de remboursement de certains soins. Donc, il faut vraiment bien garder à l'esprit ce besoin d'équilibre. Alors après, on n'est pas à 100% d'équilibre. Voilà, c'est une assurance. Donc, en fait, voilà, et comment on peut jouer en fonction du surplus et non du surplus. Alors, concernant notre mutuelle, en fait, le courtier Mercer considère notre mutuelle comme une mutuelle haut de gamme. C'est-à-dire qu'on peut trouver mieux, hein, mais plus cher, ce qu'on a vu dans certaines entités. Ouais. Le rapport prix-prestation, il est bon, il est même très bon, hein, comme ça, il est très bon. La comparaison entre les mutuelles, en fait, elle est franchement pas simple. Hein. C'est un peu comme les assurances. Si vous essayez de comparer deux contrats avec ça s'améliore pour les assurances. Soyons honnêtes, ça s'améliore beaucoup. Donc, ce qu'il faut vraiment comparer, c'est les soins fréquents, qui sont peu chers, et les soins rares, très chers. Et ce qui est important, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est quand même, ça rembourse mieux les soins très chers. Parce que c'est là où, en fait, il y aura une forte dépense du salarié, en fait, sur les soins, alors, qui sont rares, mais quand ils arrivent, voilà, il faut qu'ils soient bien remboursés plutôt que les soins peu chers, hein, quitte à choisir. Alors, les notices ne sont pas très lisibles, hein, pour parler, c'est quand même un peu compliqué. Donc, nous, on avait en fait obtenu en 2019 de la part de la DRH une quantification des principaux remboursements en euros, hein, et on les avait intégrés dans un guide santé qui est sur notre site, hein, de la CFDT. Nous avons redemandé à la DRH cette quantification sur les principaux actes en 2024, hein, on attend. Et on rééditera notre frais de santé, notre guide frais de santé, en fait, quand on les aura. Voilà. Sinon, il y a une large couverture sur les besoins de remboursement habituels, quand même, elle est quand même assez haut de gamme. Hein. Un développement vers la prise en charge du préventif pour éviter le curatif, et là, Daniel va en parler juste derrière. Et la possibilité, je pense que vous avez peut-être eu le cas, d'interroger Prédicant en amont pour avoir une quantification du remboursement en cas de devis élevé. Oui, c'est ça. Tout ce qui concerne le dentaire, des fois, ça peut coûter très, très cher. Les opérations, c'est quand même bien de savoir comment on va être remboursé. Exactement. Juste un tout petit peu prévoir. Sur ce point-là, la CFDT formule des propositions d'amélioration. On a donc une mutuelle qui est très, très bien. Par contre, elle a depuis un certain temps, on l'a fait remonter auprès de la DRH, un problème sur le remboursement des soins de soutien psychologique. Donc, ça nous manquait, c'était réclamé par les collègues. Il faut dire aussi que post-Covid, on s'est bien rendu compte, il n'y a pas que les jeunes qui en ont été victimes, c'est une aggravation de la situation psychique de nos collègues, en général, et dans la société. Donc, le gouvernement a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon soutien psy, qui a été lancé en avril 2022,
de manière à justement améliorer cette prise en charge, parce qu'effectivement, ça commence par une petite déprime, après c'est une grosse dépression, après ça fait des arrêts maladie longue durée. Et si c'est pas pris en charge, ça se termine très très mal quand même, ces histoires-là. Ça peut terminer en invalidité. Donc ce dispositif, mon soutien psy, a été lancé donc en avril 2022. Il permet dans la population âgée de plus de 3 ans, parce que c'est un petit peu, c'est pas la même nature de prise en charge, de bénéficier de 8 séances par an chez un psychologue, qui sont remboursées, alors à part la première qui a un prix différent, mais à hauteur de 60% par la mutuelle, et non, de 60% par la sécurité sociale et 40% par la mutuelle. Donc, en regardant un peu sur Internet, j'ai vu qu'il y avait plus de 2500 psychologues qui ont rejoint désormais ce dispositif, et ça a déjà pris en charge 190 000 personnes. Donc, ce dispositif, il est bien, mais il est insuffisant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est que 8 séances par an, mais surtout, le prix d'un psychologue, il est plutôt entre 50 et 70 euros. Et la base de remboursement pris en compte dans le cadre du dispositif, c'est 30 euros. Donc, 18 euros pris en charge par la MSA, 12 euros par la mutuelle. Ça fait quand même pas très cher quand le vrai prix il est entre 50 et 70 euros. Donc, pour éviter qu'il y ait un trop gros reste à charge, la CFDT propose de prendre en charge la différence entre le remboursement, donc les 30 euros, et le prix réel, en se disant, bon, faut peut-être le plafonner quand même, parce qu'on ne sait pas non plus vers quoi exactement on va, mais si le prix moyen, c'est entre 50 et 70 euros, il faudrait qu'on aille jusqu'à 70 euros. Donc, ça ferait un maximum de remboursement par la mutuelle de 52 euros. Et puis, c'est très très bien d'avoir un certain nombre de psychologues qui ont rejoint ce dispositif, mais ils ne sont pas tous dedans. Donc, l'idée, ce serait quand même de pouvoir, si possible, élargir à tous les psychologues en ne mettant pas seulement 8 séances par an, mais 12, c'est-à-dire une par mois, ce qui quand même n'est pas non plus le bout du monde, et en disant que si le psy est conventionné ou pas, on rembourse à hauteur du prix, moins les remboursements, et on plafonne avec les 52 euros dont on a parlé tout à l'heure, de manière à ce qu'effectivement, un véritable soutien psychologique soit possible pour nos collègues et les enfants. Ouais. L'idée, c'est vraiment le préventif pour tout le Voilà, monde, quoi. il vaut mieux intervenir avant que ça Ouais, le devienne grave. préventif accessible. Donc, je dirais qu'en fait, en conclusion de nos propositions, nous avons 2 axes, que nous aimerions défendre, le plus rapidement possible. Dans la santé sur le lieu de travail, c'est des compléments sur la partie RPS, prise en charge, prise en compte des facteurs de RPS, prise en charge également, des conséquences. Et puis sur la santé en dehors du lieu de travail, eh bien, c'est améliorer la prise en charge sur la partie soutien psychologique. Voilà, je pense qu'on nous a exposé à peu près là avec Alain l'essentiel de ce qu'on voulait vous dire. Sachez qu'en toutes circonstances, la CFDT vous accompagne. Donc on vous a rappelé à la fin de ce webinaire, nos coordonnées donc, des 4 délégués syndicaux CFDT CASA. Donc Julien Carretero et moi-même qui sommes aussi référents harcèlement. Notre déléguée syndicale centrale et coordinatrice de la CFDT pour le groupe CASA, Valérie Delacour, et notre secrétaire du CSE, Guillaume Maître. Bien évidemment, l'ensemble des élus est à votre disposition. L'ensemble des référents CFDT présents dans toutes les directions constituent également des relais vers qui vous pouvez aller. C'est toujours plus facile d'aller voir un collègue que l'on connaît pour dire j'ai un problème, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Voilà, et est-ce que tu peux aller chercher auprès de la CFDT quelque chose d'un petit peu plus complet? Là, on vous a parlé de la santé au travail, mais bien évidemment, on vous accompagne sur un ensemble d'aspects de votre parcours professionnel, la mobilité, les entretiens d'évaluation, les comparaisons, accompagnement en termes de salaire, en termes de promotion. J'ai 2 dossiers sous le coude sur la promotion. Tout ce qui est congé proche aidant, très important quand même, parce qu'effectivement, nos parents vieillissent, nos conjoints sont malades et on a parfois besoin de disposer d'un congé et que la CFDT a obtenu il y a déjà quelques années, qui permet effectivement de s'absenter quand on a cette qualification proche aidant par la MSA, pendant 1 an maximum, mais on peut aussi prendre juste des demi-journées ou des journées de temps en temps. Enfin, nous pouvons également vous représenter à la commission consultative. Et ma petite spécialité, les retraites. On en parlera à la rentrée. Voilà. Alain, tu veux rajouter quelque chose? Non, Non? non, non, On je va pense peut-être qu'on peut passer passer à à la question. session Ouais, questions-réponses. Julien, est-ce on que va tu as peut-être dire reçu aux gens qui peuvent des questions de connecter. nos collègues sur lesquelles nous pourrions Alors, intervenir? première question, bonjour à tous. Oui, allô? Concernant la prise en charge des RPS pour un collègue ou soi-même, la prise en charge est-elle anonyme? Alors, tout ce que nous faisons pour les collègues est discret, on va dire. Les noms ne sont jamais donnés que si le collègue est d'accord pour qu'on donne son nom. Alors, j'ai envie de dire, vous venez nous voir pour nous dire il y a une situation à tel endroit, ça me concerne ou ça concerne un collègue. Nous, on sait qui a parlé, mais évidemment, on ne va pas les dire à la DRH, sauf si c'est nécessaire, c'est-à-dire sauf si le collègue est d'accord
Voilà. Donc, par exemple, moi, pour mettre quelqu'un dans le comité RPS, ou toi, Julien, nous demandons toujours aux collègues s'ils veulent s'inscrire dans ce comité. Donc, on va dire, tout est confidentiel et on se met d'accord quand on divulgue quelque chose. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait en ligne poser également une question. Oui, Daniel, Alain, donc merci déjà pour la présentation, parce que le sujet il est vaste, hein, il est dense, donc c'était pas forcément évident. Moi j'ai une question qui concerne donc les risques psychosociaux, donc RPS. Hein, je voulais savoir un petit peu si je fais face à ce type de risque dans mon environnement, quels sont les réflexes que je dois avoir? Bah, le premier réflexe, c'est d'analyser ce qui se passe, le documenter et venir nous voir rapidement. Quand je dis «nous», comme on l'a dit tout à l'heure, c'est soit Julien et moi, soit Guillaume, soit Valérie, pour qu'ensemble on voit, en fait, quelle est la situation, comment on peut l'analyser, comment on peut la présenter et la défendre au mieux. La situation peut être individuelle ou collective, tu le sais. Est-ce que je Merci. réponds à la question? Oui, très bien. Merci beaucoup. Ah, une collègue demande s'il y a des salles d'allaitement sur le lieu de travail. Alors, ah bah ça, c'est très sympa comme sujet, parce qu'on a parlé maternité tout à l'heure. Alors, la loi, évidemment, oblige à ce qu'il y ait des salles mises à disposition des collègues en cas d'allaitement. On va faire un petit retour. Il y a eu un webinaire parentalité qui a été présenté il n'y a pas très longtemps. C'est toi, Julien, qui l'a fait avec Sandrine de Beauchamp, avec Aïssa Taba également. On a passé un petit peu en revue tous les différents dispositifs qui sont mis à disposition par l'employeur concernant la maternité et la paternité. Il est Donc, disponible sur la chaîne YouTube. et il est disponible sur la chaîne Voilà. YouTube, merci Julien. Et donc, il y a un congé déjà supplémentaire. En plus du congé supplémentaire, donc c'est les fameux 45 jours à plein salaire ou 90 jours à demi-salaire, il peut y avoir un congé parental d'allaitement. Valérie pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et en plus, effectivement, quand on revient travailler, eh bien, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où comment dire? On allaite et puis qu'on a de plus en plus de congés pour le faire, c'est bien de le faire. Mais si on n'habite pas trop loin, effectivement, il y a normalement, une possibilité, si le bébé peut venir sur le lieu de travail, de l'allaiter. Et je crois que chez nous, c'est au cabinet médical, hein, c'est pas enfin, c'est quelque chose forcément d'intime et de protégé. Le cabinet médical est, en bas de Terra, mais c'est ça. En fait, c'est pas sur Aqua, on n'est pas au milieu des collègues, hein, bien évidemment, et c'est un endroit où l'enfant et la maman sont très, très bien, pour allaiter. D'autres questions? Pas d'autres questions. On avait eu des questions l'autre fois, sur les affections de longue durée, ce qu'est une affection de longue durée. Alors, en fait, on parle d'ALD, parce qu'en fait, il y avait une liste ALD 30 qui est devenue ALD 32. Hem C'est une alors dans c'est assez contingenté, hein, c'est-à-dire que ce sont vraiment des maladies assez graves, ça peut être des maladies cardiovasculaires, on peut avoir plusieurs ALD sans forcément être arrêté, hein, mais simplement alors normalement, il y a derrière l'ALD, il y a la prise en charge de l'ensemble des soins et puis pour nous, donc il y a cette qualification. Donc si vous cherchez sur internet ALD 32, vous avez en fait toute une liste de maladies, qui est décrite et donc la demande de mise en ALD est faite par le médecin traitant. Alors vous venez nous voir avant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs types d'ALD. Il faut faire référence à tel ou tel article du code de la sécurité sociale et ça ne déclenche pas exactement les mêmes, pensions d'invalidité derrière et c'est compliqué quand il faut rétropédaler en disant: «Bah, j'ai pas le soit j'ai pas fait l'ALD», donc surtout le faire avant les 6 mois, soit j'ai pas le bon code dans l'ALD parce qu'il faut faire refaire les papiers par la sécu. Inutile de vous dire que la MSA, elle est déjà submergée de travail, donc on perd du temps. Donc quand vous êtes proche d'une ALD, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on regarde ensemble en fait, voilà, comment il faut faire les choses. Sur ce sujet, dans la même veine, Mmh. on a une question. En cas d'absence de plus de 6 mois sans reconnaissance ALD, quelle rémunération? Est-ce que la prévoyance intervient et à quelle hauteur? Après un an, par exemple. Alors c'est là où, normalement, tel que c'est marqué dans la convention collective, il y a 6 mois demi-salaire et 6 mois plus rien. Mais j'ai vu il y a pas longtemps qu'une collègue qui n'avait pas une reconnaissance d'ALD continuait quand même malgré tout à toucher quelque chose. Donc j'étais en train de regarder justement l'autre jour, il faut que je continue à le faire, exactement ce qu'il y a dans notre plaquette prévoyance. Parce que comme le disait Alain, c'est compliqué, c'est comme les assurances, tout est dans les petits astérix. Donc je propose que notre collègue, qui a posé cette question se rapproche de moi d'ici une petite semaine, le temps que j'ai fini d'éplucher, le truc et de rappeler la collègue pour savoir
combien elle a exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement pas clair qu'en fait, au début, quand nous, CFDT, on a commencé à regarder ça, on s'est plutôt rapproché de nos collègues qui étaient en ALD et qui bénéficiaient de la prévoyance pour savoir exactement ce qui touchait. Donc, il y a des tas de trucs intermédiaires avec des tranches en fonction des tranches A, B, C de salaire, avec des plafonds par tranche, etc. Donc, comment dire, le diable étant dans les détails, je ne voudrais pas faire une réponse qui serait incorrecte. Donc, je propose plutôt qu'on se contacte et qu'on regarde dans le détail. Autre question, décidément. Ça soulève beaucoup de questions et on est là pour ça. Pouvez-vous nous en dire plus sur les congés pendant les arrêts maladie et les possibilités de récupérer des congés pour des périodes d'arrêt maladie passées? Ah oui, ça, c'est l'histoire comment dire, c'est Valérie de la Cour, si tu veux intervenir, je te laisse intervenir sur le sujet, parce que je crois que tu t'es rapproché de la DRH sur le sujet. Donc, pour faire simple, depuis 2009, il y avait un Alors, règlement. ouais. Vas-y. Oui, voilà, je ne sais pas si tout le monde m'entend correctement. Très bien. Oui. Alors, on discute du sujet. Alors, au niveau de la DRH, le CASA, mais bien sûr aussi de la DRH du groupe. En fait, comme d'habitude, on va dire que le texte de loi a été un peu écrit avec les pieds. C'est un texte d'une complexité assez redoutable. Ce qui fait que cette loi dont on a compris qu'effectivement elle est rétroactive jusqu'à 2009, 2009, entrée en vigueur de la directive européenne qui a effectivement prévu que les arrêts maladie ne soient plus pénalisants et que les congés soient toujours acquis régulièrement par les collègues. Donc ça, il y a cette rétroactivité jusqu'en 2009 qui est possible, mais comme chaque situation est différente et que la loi prévoit un nombre de cas assez important, eh bien, chaque situation devra être traitée au cas par cas. Et en plus, le texte de loi prévoit qu'il faut que ce soit à la demande du salarié. Donc ça veut dire que chaque collègue concerné qui a, dans un temps assez long été concerné par un arrêt maladie. Alors, c'est sûr que si on a eu un rhume, c'est pas intéressant, hein, c'est pas la peine de s'embêter, voilà. Mais si on a eu plusieurs mois d'absence, soit one shot, soit répété, ça vaut le coup quand même de se pencher sur le sujet, de regarder. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est bien entendu de vous rapprocher de nous. On regardera votre situation, on essaiera de la mettre au carré et d'en faire une bonne synthèse pour ensuite la basculer vers la DRH qui prendra en considération, bien entendu, votre demande, parce que la loi l'y oblige, mais ce sera un traitement manuel. Alors, je sais que la RH de CASA et le service paye travaillent pour essayer de rentrer dans l'outil d'AVRH, qui est un outil Sopra, une fonctionnalité pour que les nouveaux cas puissent être traités. Donc là, on ne parle plus du stock, on parle du flux pour les nouveaux collègues qui seraient concernés à l'avenir. Mais en fait, dès qu'on fait une modification dans le logiciel paye avec Sopra, c'est d'une complexité rare et c'est d'un coût certain. Et aussi, en termes de planification, Sopra n'est pas forcément hyper disponible pour les travaux. Donc, l'employeur espère qu'il pourra mettre en place quelque chose début 2025, mais c'est vraiment la meilleure date à laquelle ça pourra rentrer en vigueur. Donc, ça veut dire que comme la nouvelle loi est rentrée en vigueur, non pas le 24 avril, date de sa publication, mais 13 septembre 2023, date des arrêts qui ont provoqué cette mise à jour, et bien en fait, du 13 septembre 2023 au 31 janvier 2024, ce qui est certain, c'est que de toute façon, il faut traiter ça aussi au cas par cas, suivi individuel, et donc que les collègues viennent aussi vers nous. Je pense que c'est le meilleur conseil à leur donner. Et je m'arrête là, je ne sais pas si c'est assez clair. Juste, est-ce que tu peux parler de l'histoire des 2 ans? On a 2 ans pour présenter sa demande, quelque chose comme ça. Alors oui, tout à fait. Il y a 2 années pour faire valoir ses droits. Et donc, comme la loi est rentrée en vigueur le 24 avril 2024, on a jusqu'au 24 avril 2026 pour effectivement regarder son historique et formaliser sa demande auprès de l'employeur. Donc, on regarde en fait à partir de 2009, date de création de cette directive, enfin de création d'adoption de cette directive européenne jusqu'à maintenant. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on n'a pas un mois, je crois, d'arrêt maladie, la DRH ne décomptait pas de jours de congé. On n'était Oui, pas c'est prêt de ça. jours de congé.
Et quand on était déjà au-delà d'un mois. Et je dis ça parce que moi, effectivement, j'ai eu des petits trucs, voilà, pas très très longs, puis j'en ai eu juste 2 fois 3 mois. Donc là, ça vaut la peine, effectivement, d'aller réclamer. Mais voilà, donc on va peut-être, voilà, on va progresser sur le sujet, on va tester. Nous servons parfois, effectivement, de cobaye, donc je suis peut-être un bon cobaye. Oui, Il oui, y a puis peut-être enfin, la DRH de CASA, elle compte sur nous pour remonter des situations, parce que des situations concrètes, ça les aide aussi à progresser sur la façon dont ils vont gérer les sujets, sachant qu'on a eu par des juristes l'analyse du texte de loi, et franchement, à la décharge de l'employeur, le texte, il est quand même enfin, c'est pas simple. extrêmement compliqué. Voilà, c'est ça. Il y a, des fois, on se demande comment un sujet simple peut devenir aussi complexe, mais il y a des technocrates qui sont passés par là et qui justifient de leur salaire, ça c'est certain. Voilà, donc on va creuser le sujet. Peut-être on sera amené à en reparler, peut-être dans nos communications, justement, en fonction de ce qu'on comprend. C'est pas simple. C'est pas la peine de renoncer à ses droits, mais c'est pas simple. Et sachez effectivement qu'il faut quand même avoir eu plus d'un mois d'arrêt maladie par an pour avoir été pénalisé au niveau de ses jours de congé. Merci Valérie. Mais de rien. Julien, d'autres questions? On a fait le tour sur le chat. Sur le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer en ouvrant son micro? Tu peux permettre l'ouverture des micros, Julien? Tout le monde peut ouvrir son micro et poser ses questions. N'hésitez pas. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Merci. on va vous remercier d'être venu participer à ce webinaire. Donc, que Julien va remettre très bientôt sur la chaîne YouTube. Et vous n'hésitez pas à en parler à vos collègues. Et surtout, n'hésitez pas à dire aux collègues de venir vers nous en cas de besoin. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez le support, il faut le demander à Danielle, elle vous l'enverra. Et Avec moi, plaisir. un grand, grand merci à Daniel, à Alain et à Julien et bien l'ensemble de l'équipe CFDT, parce que finalement, tout le monde a un petit peu contribué en relisant, enfin voilà, plein de petites choses. Et vous remercier parce que c'est un travail de titan de faire ce type de webinaire. Donc, un grand merci. Et puis, on attend le prochain avec impatience. Et on parlera de la retraite à la rentrée. Voilà. À bientôt. Merci à tous. Au Merci. revoir. Au revoir.